Bonsoir à toutes et tous. Alors, avant, l'enregistrement est lancé, hein, Damien, c'est bon pour l'enregistrement. Avant de démarrer ce conseil municipal, je vais lister les pouvoirs. Donc, Eliane Ménager donne pouvoir à Anne Steyer. Christian Fourmont donne pouvoir à Jean-Pierre Guéguin. Alain Thierry donne pouvoir à Frédéric Marchand. Olivier Durand donne pouvoir à Pablo Diaz, Véronique Amiot donne pouvoir à Daniel Deville et Yeroun me donne pouvoir. Avant de passer à l'approbation du procès verbal, je laisse la parole à Christelle qui a un petit mot. Merci, bonsoir. Un petit mot ce soir en effet. En juin dernier, une petite fille de l'une de nos écoles primaires a délaissé son amoureux du même âge. Dans un premier temps, menacée par les conduits, et elle est ensuite attaquée physiquement plusieurs jours après. Aucune séquelle grave, mais en échangeant avec ses parents sur les faits, elle va spontanément excuser son agresseur qui, dit-elle, vit des choses difficiles chez lui et s'est senti malheureux parce qu'il était seul. De l'aveu des encadrants, cette remarque, si surprenante soit-elle, est régulièrement entendue dans les cours d'école de la part de petites filles victimes des violences de leurs camarades garçons. Du 3 septembre au 25 novembre 2019 se tient le Grenelle contre les violences conjugales. Cette concertation aura au moins un mérite, celui de sortir du tabou ce terrible sujet. Si l'on fait la moyenne sur 9 ans, de 2008 à 2017, en incluant tous les types de couples, mariés, pacsés, concubins, relations épisodiques, on arrive à une femme tuée tous les 2,58 jours. Du 1er janvier au 16 septembre 2019, 105 femmes sont tuées pour les mêmes raisons. Il y a quelque chose de dérangeant à jongler avec les chiffres. Car Dalila, Chantal, Céline, Fabienne, Gaëlle, Taïna, Nadine et leurs malheureuses sœurs ne sont évidemment pas des chiffres et chacune est une victime de trop avant même de mourir. Titiou Lecoq, journaliste, romancière et blogueuse sur Slate.fr, s'est intéressée de plus près à la réalité du terrain. Voici quelques extraits choisis parmi les plus éclairants. Elle est décédée sous les coups de son conjoint. Fait penser qu'il s'agit de femmes battues dont la tête avait un jour heurté plus violemment le carrelage de la cuisine. D'ailleurs, nombre de campagnes de sensibilisation projetant des visages meurtris véhiculent le même stéréotype. En réalité, ce n'est pas une gifle ou un coup de pied qui aurait entraîné la mort. L'homicide involontaire est l'exception. Il représente moins de 10% des cas. Bien sûr, avant la mise à mort, il y a souvent eu des violences. Mais ces femmes ne meurent pas de coups. Elles meurent parce qu'on a décidé de les tuer. Dans plus de 90% des cas, il y a volonté de tuer. Pénalement, ce sont des meurtres, parfois même avec préméditation, ce qu'englobe l'assassinat. En France aujourd'hui, on tue sa femme en général de deux façons, au couteau ou avec une arme à feu et souvent un fusil de chasse. On se trompe donc sur la nature du phénomène, mais également sur son ampleur. Ces femmes tuées par leurs conjoints représentent chaque année environ 20% de ce que le ministère de l'Intérieur appelle les atteintes à la vie. À ce titre, l'effet de liste est glaçant. Marion, Noémie, Marcel, Kelly, Fatima, Blandine ont tous les âges, de 19 à 90 ans et tous les métiers. Leur redonner ne serait-ce que quelques lignes d'existence, un âge, une profession, une situation familiale, c'est comprendre qu'on les croise tous les jours. C'est aussi percevoir les ondes de choc de leur décès, au premier rang desquels leurs enfants qui se sont retrouvés orphelins. En général, on tue sa femme chez elle, parfois en présence des enfants. Plus rarement, le meurtre a lieu devant le lieu de travail de madame. On s'en prend aussi résolument à celle qui refuse vos avances. Parfois encore, madame s'est vue contrainte de passer chez son ex et n'en ressort pas vivante. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Et comme le bon sens de Descartes, tuer sa femme est un acte très bien partagé dans la société française. Quand on prend chaque cas de façon indépendante, on peut y voir un moment de psychose, avec en arrière-fond une histoire compliquée, c'est-à-dire des histoires individuelles et privées. C'est seulement quand on fait la liste qu'on est frappé par leurs points communs, dont le principal. Des hommes ont tué des femmes, et ils ont tué celles qu'ils pensaient devoir être leurs femmes pour toujours. C'est l'accumulation qui fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène et de sa source, au-delà de la pathologie. Il y a également des femmes atteintes de troubles psychiatriques. Pourtant, elles assassinent nettement moins souvent que leurs conjoints. Les femmes représentent 85% des victimes dans les couples.
Et dans près de la moitié des cas où elles tuent leur compagnon, elles étaient elles-mêmes victimes de violences de sa part. Est-ce qu'en France aujourd'hui on peut mourir parce qu'on est une femme? La réponse est oui, sans hésitation. On meurt parce qu'on est une femme et qu'on a voulu être libre. Dans la majorité de ces cas, Madame venait de quitter son conjoint ou d'en exprimer le désir. Une décision qui était une déclaration de liberté intolérable pour l'homme qui estimait qu'elle lui appartenait. Il la préfère morte plutôt que libre. Dans d'autres cas, la liberté, ce n'était pas la séparation, mais simplement refuser un rapport sexuel ou peut-être l'avoir trompé. Il faut sortir ces affaires des entrefilets des faits divers. Un meurtre antisémite, raciste ou homophobe n'est pas un fait divers. Ce qui nous induit en erreur ici, c'est qu'il y a une relation particulière entre la victime et l'assassin. Ces hommes ne tuent pas toutes les femmes, ils tuent les leurs. Ils les tuent parce que ce sont des femmes et qu'ils sont des hommes, autrement dit, parce qu'ils croient encore à la possession des unes par les autres. Ils refusent à ces femmes leur droit d'être des humains libres. En cela, ils rejoignent les crimes de discrimination. Tous disent la supériorité de quelques-uns. Choisir de ne pas traiter ces féminicides avec toute la sévérité qu'ils méritent, c'est choisir une vision du monde. C'est déclarer que les violences faites aux femmes sont un sujet négligeable. Faut-il s'étonner de la mollesse de certaines décisions de justice et de ces histoires d'accueil des victimes ubuesques de violences symboliques? C'est dans cette optique que le terme féminicide est de plus en plus employé. En fait, l'introduction de ce terme sert avant tout à faire prendre conscience de la violence structurelle dont les femmes sont victimes. Parce que c'est une certaine vision de la femme, une vision machiste et misogyne qui est derrière ces gestes. Pour combattre une violence, il faut pouvoir la nommer, et pour progresser, il faut un travail en continu. Même sauvée avec ses enfants d'un conjoint violent, elle peut vivre dans la terreur de celui qui a juré vengeance. Confinée, pour ne pas dire emprisonnée, dans le seul territoire où la justice a interdit l'accès à monsieur, alors que lui va et vient en toute liberté. Et on ne peut pas davantage ignorer l'état de ces hommes qui n'en arrivent pas là par hasard. Soyons enfin clairs. Si les femmes victimes de violences peuvent être nos proches, alors les hommes coupables peuvent également faire partie de notre entourage. On a l'impression que beaucoup connaissent une femme victime de violences, mais que personne n'a jamais croisé d'homme responsable des coups portés. Apprendre à détecter les femmes battues, c'est nécessaire. Mais ne faudra-t-il pas également apprendre à reconnaître les hommes brutaux? Les violences contre les femmes ne sont pas un problème de femmes. Oui, les victimes sont des femmes, mais en vérité, c'est un problème d'hommes. Le problème de cette profonde incapacité à gérer ses émotions et d'une certaine masculinité dominante et toxique. Le problème, c'est le pouvoir que ces hommes ne sont pas prêts à perdre. On demande souvent, si vous subissiez, pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Mais enfin, la vraie question, c'est peut-être plutôt de demander aux premiers concernés pourquoi ils insultent, pourquoi ils frappent, pourquoi ils tuent. Il va donc falloir s'intéresser aux coupables, les regarder en face, les écouter, leur parler. Comment déracine-t-on la violence? Quelles mesures préventives peut-on prendre? La tentation est grande de se dire que l'on a affaire à des monstres, mais la rhétorique du monstrueux paralyse la pensée, et donc l'action. On ne peut donc pas se contenter de mettre les femmes en sécurité. Il faut mettre fin à l'indulgence dont ont bénéficié jusqu'ici les auteurs de violences. Il faut se demander ce qui est à l'origine de cette tolérance et comment l'excuse de l'amour a pu servir aussi longtemps. Il faut éduquer autrement, repenser ce qu'est une relation amoureuse. Pour affronter le problème en face, il va donc également falloir regarder ces hommes comme des spécialistes le font déjà. C'est désagréable, c'est dérangeant, c'est pénible. C'est la prochaine étape. Et alors, peut-être, nos filles et tous leurs camarades sauront affirmer en toute confiance qu'ils n'avaient tout simplement pas le droit de faire cela. Merci. Merci Christelle de ton propos. En préambule, tu disais que ça s'inscrivait dans le Grenelle des violences conjugales. C'est un Grenelle contre les violences en général, conjugales entre autres. Bien évidemment, tu as absolument raison de dénoncer les meurtres conjugaux, mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier que les hommes aussi sont victimes de violences et qu'on n'en parle pas du tout. Aujourd'hui, on compte 5% d'hommes victimes de violences conjugales. C'est colossal et on n'en parle pas. Alors bien sûr, ils ne sont pas violentés jusqu'à ce que mort s'en suive. Néanmoins, le drame est tout aussi prégnant et tout aussi grave puisqu'il s'agit de violences psychologiques. Certes physiques, mais éminemment psychologiques et tout aussi difficiles.
Donc quand dans ton propos tu dis le problème c'est l'homme, attention, ne jetons pas plutôt le bébé avec l'eau du bain. Il existe aussi des violences faites aux hommes qui sont tout aussi dramatiques. Ça n'enlève en rien ce que tu as dit, bien évidemment. Bon, c'est pas facile de rebondir là-dessus. En tout cas, je vais confirmer une chose, c'est que c'est pas loin d'ici. Quand on devient maire ou adjoint d'astreinte, on le découvre à Châteaubourg aussi, parfois. On pousse des portes qu'on ne poussait pas avant. Et parfois, on se rend compte que juste à côté de chez nous, ou pas très loin, il se passe des choses qu'on n'imaginait pas forcément et qui caractérisent ce que tu disais là, ou ce que Aude disait également. Et pour l'avoir vécu lors d'une astreinte, je confirme que c'est violent. Merci beaucoup en tout cas pour ces mots, Aude et Christelle. Je vous propose de revenir à des choses un peu plus terre à terre. Je ne parlerai pas de la pression psychologique de mes adjointes sur le maire. Non, d'accord. C'était pour détendre un peu l'atmosphère. Hein. Procès verbal de la séance du Conseil municipal du 26 juin 2019. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et le secrétaire, oui, j'ai oublié le secrétaire. Catherine, très bien. Et donc nous passons à la délibération 136 et je repasse la parole à Christelle sur les rythmes scolaires. Donc, réforme des rythmes scolaires, renouvellement des conventions avec les écoles privées. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de Châteaubourg est l'organisatrice des temps d'activité périscolaire et des temps de garderie induits par la réforme qui sont proposés dans les 4 écoles de la commune. Ingénierie amont, recrutement, formation et suivi RH des intervenants, organisation générale, mise en œuvre et amélioration du dispositif en continu sont ainsi prises en charge par la ville. Dans ce cadre, la commune de Châteaubourg percevra intégralement l'aide liée au fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires. Afin de pouvoir intervenir dans les écoles privées, École Saint-Joseph et École Saint-Melaine, 2 conventions par école ont été établies qui ont été jointes en annexe pour cette année scolaire 2019-2020. Une convention de mise à disposition des locaux des OGEC vers la commune, une convention précisant les modalités d'organisation matérielle, humaine et financière dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Il est aussi joint en convention une annexe financière à caractère non contractuel, ainsi qu'un règlement sur les temps d'intervention de la ville mutualisé entre la ville et les écoles privées. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles du 29 août 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement des 2 conventions annexées de mise à disposition des locaux, les 2 conventions annexées d'organisation des nouveaux rythmes scolaires avec les écoles privées, ainsi que le règlement intérieur mutualisé, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier et à l'obtention du fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 137, toujours Christelle. École privée Saint-Melaine, versement d'une subvention exceptionnelle pour le transport scolaire. Donc, par courrier en date du 18 juillet dernier, l'école Saint-Melaine a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Châteaubourg au titre du transport scolaire. Le montant total sollicité est de 1 997,12 € TTC. Les membres de la commission ont émis un avis favorable pour une subvention exceptionnelle de Châteaubourg à hauteur de 1 997,12 €. Suite à la présentation du sujet en commission vie des écoles du 29 août 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette subvention exceptionnelle et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Je passe la parole pour la délibération 138 à Catherine Leclerc. Sur cette délibération, il s'agit de la reconduction d'une convention de mise à disposition du véhicule publicitaire, donc du minibus, pour prévoir donc les modalités de remboursement de l'utilisation du véhicule entre le CCAS et la commune. Alors, en effet, l'année dernière, il y a 1 an, nous avions pris une délibération en novembre pour mettre en place cette convention, de telle façon à utiliser le minibus pour organiser un transport solidaire vers l'épicerie sociale, donc
à Vitré. Donc ceci en collaboration avec les CCAS du bassin de vie. Donc nous avons eu le plaisir de travailler en collaboration avec les CCAS de Domanier et de Louvigné-de-Baie. Et ainsi, ceci a fonctionné, bien sûr, grâce à des bénévoles. Nous avons 8 bénévoles qui sont conducteurs de ce véhicule pour emmener les personnes qui le désirent. Ça se passe le jeudi après-midi, donc en transport, aller-retour vers l'épicerie donc Épisole à Vitré. Donc cette reconduction nous permettra donc de poursuivre cette belle initiative et nous aurons ainsi le plaisir cette année d'avoir avec nous également la commune de Saint-Didier. Voilà, donc ce soir, il vous est donc proposé, suite à la présentation du sujet en commission action sociale d'hier soir, de valider les termes de la convention de mise à disposition du minibus qui vous a été mise en pièce jointe. Je ne vous la redétaille pas, je ne sais pas si vous avez des questions dessus. Donc de mise à disposition du minibus pour ce déplacement vers l'épicerie sociale, de valider la prolongation d'expérimentation de ce transport solidaire pour une année supplémentaire et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 139, Arnaud Dupuis. Oui, nous allons parler du service commun informatique et on va plus précisément parler de l'avenant numéro 2 de la Convention. Donc si vous le voulez bien, je vous ferai grâce de tout l'historique pour me concentrer juste sur la petite modification qui va intervenir. Donc c'est une convention qui a été créée en septembre 2017 par Vitré Communauté, la création du service commun, auquel nous avons adhéré en janvier 2018. Et là, il s'agit d'accepter l'intégration de la Guerche de Bretagne qui souhaite adhérer à ce service commun-là. Et donc là, les petits points qui vont changer, enfin en gros pour nous pas grand-chose, c'est considérant que le présent avenant numéro 2 a pour objectif de redéfinir les nouvelles modalités financières de partage de la charge de service commun, l'impact sur les agents composant le service commun, à savoir qu'un nouvel agent titulaire doit être affecté au fonctionnement de ce service commun informatique, avec un impact sur le montant global de la charge du service commun. Considérant que les modalités financières convenues sont les suivantes, charge pour les membres déjà adhérents sur la base équivalente à celle convenue dans la première version du dispositif, donc grosso modo rien ne change pour nous. Charge pour la Guerche de Bretagne, nouvelle commune adhérente au même niveau de participation, c'est-à-dire un coût par habitant que les 37 communes ayant déjà adhéré hors Vitré. La communauté d'agglomération de Vitré Communauté prendra en charge le différentiel entre la charge de service commun liée à l'intégration d'un nouvel agent titulaire supplémentaire et la participation de la nouvelle commune adhérente. Donc concrètement pour nous rien ne change et il y a un nouvel agent au service commun informatique et la Guerche de Bretagne adhère. Considérant que la participation au service commun fera l'objet d'une réfaction annuelle, il fallait bien que je bafouille un moment, sur l'attribution de compensation versée par Vitré Communauté aux communes de l'émission d'un titre de recette et aux autres établissements publics administratifs. Voilà, je vais y arriver. Concrètement, voilà, rien ne change pour nous. Il est donc proposé au Conseil municipal de valider le projet d'avenant à la Convention de service commun informatique joint en annexe, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces jointes relatives à ce dossier. Merci Arnaud. Je bafouillais ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 140, Hubert Desblés. Voilà, et ça concerne effectivement le service instruction ADS de Vitré Communauté, notamment la convention avec l'avenant numéro 3. Donc pour rappel, et suite à la loi Allure qui a mis fin à la mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation liées au droit des sols, Vitré Communauté a pris la décision le 12 décembre 2014 de créer un service commun d'instruction avec des bases qui étaient énumérées, vous les avez de citer, donc je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, il s'agit de reconduire la convention entre la commune et le service commun d'instruction pour les années 2017 à 2020. Il y a un rappel effectivement concernant donc pour la première année qui était celle du 1er juillet au 31 décembre 2015, un coût initial du service par EPC qui était de 200 €, en 2016 donc 180 € et 2017 162 €. Au vu du coût réel du service et pour l'année 2018, le coût du service par EPC a été évalué à 185 € qu'il convient de régulariser dans la convention entre le service commun et la commune si jointe en annexe.
Vu la délibération du Conseil communautaire du 20 avril 2018, autorisant la signature de l'avenant numéro 2, suite à la présentation du sujet en commission aménagement, travaux, urbanisme du 3 septembre 2019, il est proposé au Conseil municipal de confier l'instruction des actes d'autorisation du droit des sols au service commun mentionné ci-avant, d'approuver les termes du projet de convention relative à l'organisation des relations entre la commune et le service commun, de choisir la formule de service correspondant au niveau 2, donc l'instruction complète DDP, clôture, CUA, instruction complète par les communes. Les autres dossiers sont instruits par le service mutualisé et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 141. Je passe la parole à Aude. Merci. Alors, cette délibération traite d'une décision modificative sur le budget principal. Vous avez eu en annexe la liste des inscriptions budgétaires. Étant donné que nous avons tout épluché en commission ressources le 2 septembre, je ne pensais pas reprendre la liste exhaustive des inscriptions, mais en revanche de répondre à des questions éventuellement. Souvent les questions portent sur les dépenses d'investissement, donc on peut peut-être se cantonner à cela, sauf si vous avez des questions sur le fonctionnement, mais j'explique tout. Et peut-être êtes-vous surpris de voir un moins 50 000 et un plus 50 000, donc si vous voulez je me cantonne à cette explication-là. Moins 50 000, ce sont des crédits qui étaient prévus pour l'informatique, qui finalement, travaux qui ne seront pas réalisés, et plus 50 000, c'est pour la reprise de la toiture de l'église de Bron. Voilà, très simplement. Y a-t-il d'autres questions pour cela? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 142. Merci beaucoup. Délibération 142, elle suit la première, si ce n'est que cette fois-ci, c'est sur le budget assainissement. Même chose, y a-t-il des questions particulières auxquelles je pourrais répondre? Je rappelle, budget qui sera transféré à partir du 1er janvier 2020. Pas de questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Indemnité du trésorier. Alors, cette fois-ci, j'ai besoin de toute votre attention, comme d'habitude, mais particulièrement ici. C'est-à-dire que là, il vous est proposé, comme chaque année, de voter, en votre âme et conscience, l'indemnité allouée à notre trésorier, qui vient, vous savez, chaque année nous présenter, entre autres, le compte administratif. Bien. Les années précédentes, compte tenu de nos investissements et des difficultés qu'on pouvait rencontrer avec le fonctionnement, enfin, etc., il était vraiment sollicité et répondait, je grossirais le trait en disant dans l'heure, mais pas loin. Et nous lui accordions 100% de sa demande. Cette année, en commission ressources, nous avons réfléchi à la différence et à la régression de la sollicitation de la part de la commune. Et c'est la raison pour laquelle, en commission ressources, il a été proposé 80%, c'est-à-dire 1 421,38 € d'indemnité brute pour M. Créache. C'est bien évidemment en sus de son salaire, et chacune des communes qu'il rencontre verse une indemnité. Ce n'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis de la commission ressources. D'habitude, la commune de Châteaubourg verse à M. Créache 100% de sa demande. D'accord ? Voilà. Donc ce soir, ce qui est proposé, c'est de mettre au vote la proposition de la commission ressources, à savoir 80% en termes de taux par rapport à son indemnité. Pour autant, on peut aussi diviser le vote, à la demande de certains, s'ils le souhaitent, pour voir si on a une majorité qui voudrait 100% ou une majorité qui voudrait 80%. Voilà. Est-ce que j'ai été claire ? Je mets au vote l'avis de la commission. S'il n'y a pas de majorité sur l'avis de la commission, je proposerai plusieurs pourcentages. Je reproposerai le 100% s'il n'y a pas de majorité, puis on verra. Oui, Annie ? Sur quel élément ? Alors,
si vous voulez, pour se positionner en termes d'information, c'est sur quel élément objectif s'appuie-t-on pour avoir ce curseur, si vous voulez, parce que nous, on est en difficulté, où vous nous demandez de nous positionner sur un pourcentage, alors que nous n'avons pas les éléments, si vous voulez, objectifs, je dis bien objectifs de la situation par rapport à, si vous voulez, je dirais, ses engagements, la prestation qu'il réalisait. Vous avez indiqué que, voilà, au regard des besoins, apparemment, il y a une diminution des besoins. Quelles sont ces diminutions? Après, voilà, c'est à ce niveau-là où je suis un petit peu, voilà. C'est pas facile à. C'est pas facile. On mesure pas en fait. Vous avez pas, vous En avez début pas de mandat, c'est d'indicateur. clair que forcément on l'a sollicité beaucoup C'est un plus. peu de la, Maintenant, la Bah oui, subjectivité. tout à fait. Ouais. Non, mais je reconnais que c'est pas facile. Hein. Bah, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que tu peux voter contre. Hein, Ah non, c'est pas. Alors, ou ce n'est- t'abstenir. Hein. Ce n'est pas une histoire de voter pour et contre, d'accord? C'est par rapport à, si vous voulez, avez-vous des éléments objectifs qui, voilà, qui Non. pourraient nous aider à prendre une décision On n'a pas un éclairée. relevé d'heures consacré à la mairie en fait. Il n'y a pas de relevé d'heures. Il compte pas ces heures consacrées à Châteaubourg. Par donc on rapport n'a à pas- des demandes, par rapport à hier, si vous voulez, où il y avait une réactivité dans son intervention, d'accord? Au regard de cette année, vous avez indiqué que voilà, il y avait peut-être voilà des difficultés. Châteaubourg l'a moins sollicité. Ah, voilà. Néanmoins, quand il a été sollicité, il a répondu avec autant de vivacité. D'accord, c'est au niveau de la D'accord. sollicitation. C'est la sollicitation qui est moindre. D'accord. C'est tout. Ok. Donc c'est le seul caractère objectif que je peux apporter ce soir, c'est Châteaubourg l'a moins sollicité. Mais c'est pas de son ressort. Si Châteaubourg l'a moins sollicité. Enfin, c'est pour ça qu'on est un peu, embêté parce que c'est pas simple. Il est toujours aussi performant. D'accord. Nul doute là-dessus. Ouais, Si ouais. le doute pouvait germer, il n'y en a pas à avoir. Il est toujours aussi performant, toujours aussi présent, toujours aussi réactif. Rien n'a changé. Il fait son travail, merci. Pour autant, il n'y a pas eu de difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a pas emprunté, tout était très régulier cette année, très linéaire, il n'y a Donc eu c'est aucune difficulté. Donc c'est par rapport à un besoin. C'est ça. Par rapport à un besoin que là, vous avez constaté en 2019 et qu'en 2020, voilà, par rapport au projet que vous avez... Là, c'est sur sa prestation de 2019 qui n'est même pas terminée d'accord. Ok, du reste. d'accord. Mais Ouais, ok. voilà. Ouais, ok. Non, non, très simple. ok. Est-ce merci. qu'il y a d'autres avis? Oui, je C'est passe pas- la parole à c'est- Monsieur Diaz. C'était pas un avis, hein, c'était une information. hein. Merci. Juste une demande d'information. Est-ce qu'on a une idée sur le choix des autres communes? Est-ce qu'il y a une tendance en fin de mandat de toutes les communes à dire on va revoir à la baisse ou qu'il y a moins d'activité, ou c'est vraiment est-ce qu'il est payé 100%? Est-ce que l'indemnité est de 100% partout ailleurs, ou est-ce qu'on est les seuls à avoir 80 par exemple? Alors, C'est une question. il y a absolument de tout, de 0% dans certaines collectivités à 100% dans d'autres collectivités. Beaucoup, il faut le reconnaître, sont entre 60 et 75, considérant que 100 serait... Nous avions à Châteaubourg l'habitude de mettre 100% parce que... Alors, oui, pas le CCAS, oui. Mais je parlais bien de la ville. Hein. Voilà. Mais il y a vraiment de tout sur Vitré Communauté. La Roche-Chauffée, est-ce qu'il... Non, c'est pas. Ok. En tout cas, sur Vitré Communauté, il y a vraiment de tout, de 0% à 100%. Et au CCAS, il avait été acté de mettre 0%, alors qu'avant c'était 100, considérant que c'était de l'action sociale et qu'il fallait mieux consacrer l'argent à aider. Voilà. Bon. Et il avait déjà une indemnité par la ville. Bon, moi, je me permets de préciser que le CCAS, moi, ma position a été très ferme là-dessus. Le CCAS de Châteaubourg, c'est l'action sociale qui est menée pour la ville avec une subvention communale. Sachant que M. Créac déjà versait 100% sur les biens de la ville, sur donc l'argent de tout le monde, je me disais que l'indemnité versée par la commune à son CCAS pour fonctionner, on était encore obligé de donner sur cette partie-là, M. Créac. Donc ça faisait encore quelque chose de plus. Donc franchement, ça a été mes positions. Après, c'était un vote du conseil d'administration de maintenir à 0 parce qu'effectivement, on a d'autres souhaits d'action avec cet argent. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? Christelle? Oui, juste rapidement. Est-ce que dans les sollicitations, vous comptez aussi le secteur enfants jeunesse scolaire? Je m'explique. Oui, par les sollicitations qu'on fait, notamment pour les dossiers portail famille et autres recouvrements des frais de cantine et autres. Okay.
Oui, absolument, mais il l'est toujours, lui et ses équipes. Voilà, tout à fait. Bon. Et ben on va voter, hein, et puis on verra si on propose un pourcentage. Donc, qui est pour le 80%? Alors, on va compter. Qui s'abstient? Personne, les pouvoirs, je regarde. Non, c'est bon. Sur le premier vote, tu avais 2 voix, donc il faut rajouter une. Et qui est contre? Bon, et ben voilà, donc c'est adopté à 80%. Nous passons à la délibération numéro 144, garantie d'emprunt. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, hein, le groupe Néotoa, pour construire 16 logements ZAC de la Protonnière, demande une garantie d'emprunt. Y a-t-il des questions par rapport à cela? 1 808 509 €. Classique. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Redevance d'occupation du domaine public. Merci beaucoup. Là encore, rien de nouveau. GRDF propose 1 955 € pour l'année 2019 au titre de l'occupation du domaine public. Y a-t-il des questions par rapport à cela? Merci. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, 146, Hubert Desblés, servitude GRDS. GRDF, oui. Ouais, 16 rue de Paris. Voilà, on va avoir une projection, le plan également qui est projeté derrière nous. Le 18 avril 2016, pour rappel, la commune a signé avec GRDF une convention de servitude pour une canalisation de gaz située sur la parcelle AH. Voilà, on la retrouve, numéro 512, anciennement AH numéro 204. Voilà, qui est entourée. On la retrouve entourée en rouge. Une parcelle appartenant donc au domaine privé de la ville de Châteaubourg. GRDF souhaite que cette convention soit publiée au fichier immobilier. Cette publication a pour but d'informer toute personne de la présence de la canalisation de gaz afin d'éviter tout sinistre. Cette publication sera réalisée aux seuls frais de la société GRDF. Donc, suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme du 3 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents permettant la publication au fichier immobilier de la convention de servitude de gaz signée le 18 avril 2016. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 147. Voilà, toujours une servitude de passage avec cette fois-ci Enedis au lieu dit Le Poirier. Là aussi, on retrouve la projection. Donc, le 29 novembre 2018, la commune a signé avec Enedis une convention de servitude pour une canalisation électrique située sur la parcelle section ZD numéro 96, parcelle appartenant au domaine privé de la ville de Châteaubourg. La convention sous signe privé signée avec la société Enedis a été enregistrée au service de la publicité foncière, mais n'a pas été publiée. Donc, sur demande et aux frais exclusifs d'Enedis, il convient désormais d'établir un acte authentique afin de régulariser administrativement et juridiquement la situation. Suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme du 3 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 148. Oui, on reste dans les servitudes de passage avec Enedis, au lieu dit la Godinet. Enedis prévoit des travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation de réseaux électriques de distribution publique sur la commune de Châteaubourg. Les travaux envisagés empruntent le domaine privé de la ville de Châteaubourg en la parcelle ZD 96. À cet effet, Enedis sollicite la commune afin de signer une convention de servitude pour un câble électrique aérien situé sur les parcelles section A, numéro 1555 et 1553, parcelles appartenant au domaine privé de la ville de Châteaubourg. Enedis sollicite la signature d'une convention de servitude de passage avec publicité foncière. Et donc, suite à cette présentation en commission travaux urbanisme du 3 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de permettre la publicité foncière.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 149. Voilà, et elle concerne donc une adjudication choisie, acquisition de parcelles, qui se trouve rue du Plessis-Saint-Melaine et 9 rue Chopin. Voilà, qu'on avait, pour ceux qui étaient déjà en commission, évoqué plusieurs fois. Je vous fais grâce de vue, effectivement, l'ensemble des délibérations. Donc, pour rappel quand même, vu le montant de la dernière enchère, donc du lot 7, objet de la déclaration d'intention d'aliéner, donc la DIA, qui était fixée à 1 000 €, le terrain situé rue du Plessis-Saint-Melaine. Alors, on va le retrouver donc ici, section AL numéro 28, d'une superficie, alors ça c'est là où est le transformateur, précisément. On est à peu près en face, rue du Plessis-Saint-Melaine, en face le centre de secours. Donc une superficie de 19 mètres carrés est un espace recevant un transformateur électrique. Le terrain donc, qui est situé pour sa part, lui, 9 rue Frédéric Chopin, section AL numéro 13, représente une superficie de 1610 mètres carrés, est un espace vert de l'ancien lotissement Le Chêne Vert, entretenu par la commune depuis de nombreuses années. Il comprend donc des aménagements communs, des trottoirs et donc un réseau d'éclairage public notamment. L'acquisition de ces biens est une opportunité d'intégrer dans l'espace public des parcelles qui sont utilisées depuis la création du lotissement en espace commun par les habitants de Châteaubourg. Suite à l'adjudication qui s'est tenue le 26 juin 2019 des biens cadastrés section AL numéro 28 et 13, il est proposé de se positionner sur l'acquisition du lot qui a fait l'objet de la DIA numéro 2019-027. Le coût d'acquisition de ces parcelles, situées dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune, est fixé au prix de 1 000 €, avec en sus les frais d'adjudication afférents au lot numéro 7, soit 147,20 € et les frais d'acquisition d'un montant prévisionnel de 369,32 €. Suite à la présentation du sujet en commission urbanisme travaux du 3 septembre 2019, il est donc proposé au conseil municipal d'acquérir les parcelles cadastrées section AL numéro 28 et 13 au prix fixé par l'adjudication, à savoir 1 000 €, avec en sus donc les frais d'adjudication afférents au numéro 7, soit 147,20 € et les frais d'acquisition d'un montant prévisionnel de 369,32 €. Et d'autoriser, bien sûr, monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié et tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Je ne vous cache pas que c'est une délibération, un méli-mélo judiciaire de différentes parties, voilà. Assez compliqué à suivre depuis l'origine de cet espace vert. Je ne vous cache pas qu'acheter un espace vert qu'on entretient, ça me fait aussi un peu mal au cœur. Mais bon, il faut qu'on solde tout ça, qu'on évite que cette parcelle devienne privée, puisque si on n'achète pas, vu qu'il y a une adjudication à un privé, bah demain il est en droit de le clôturer. Tout simplement, il peut poser une clôture et voilà, et en faire un espace privé. Donc je pense qu'il faut en effet faire valoir notre droit de préemption. Bon, voilà, 1 000 €. S'il n'y avait pas eu d'enchère, ça aurait été 870 €, je crois. Donc bon, on a perdu quelques centaines d'euros. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce sujet? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et nous passons au DIA. Voilà. Allez, on se tourne et on regarde effectivement ces quelques DIA. Alors la première, DIA numéro 2019-040. Il s'agit d'un immeuble bâti, une maison cadastrée section ZB numéro 545 qui se trouve 15 rue des Sternes. Une superficie de parcelle de 341 mètres carrés. Donc voilà, pas de préemption. Concernant cette première DIA, 2019, la deuxième, pardon, 2019-041. Il s'agit d'une maison, un immeuble bâti, cadastré section AI numéro 115, qui est située 32 allée des Tilleuls. Là, on retrouve une parcelle également de 519 mètres carrés, pas de préemption. La DIA 2019-042, une maison, cadastrée section AI numéro 11, au 34 rue du Prieuré. Voilà, une parcelle un peu plus grande, effectivement, puisqu'on retrouve 860 mètres carrés, pas de préemption. DIA 2019-043, une maison cadastrée section AA numéro 44. Numéro 12, à la Merceret. Là, on retrouve une parcelle de 669 mètres carrés,
pas de préemption. La DIA 2019-044, immeuble bâti, cadastré section AN numéro 20, situé au 10 rue du Clos Saint-Melaine. Voilà, on retrouve une parcelle de 420 m², pas de préemption. DIA 2019-045, immeuble bâti, donc une maison cadastrée section H numéro 144, au 9 rue de la Véronnière. Et là, une parcelle effectivement un peu plus importante, puisqu'on retrouve 827 m², pas de préemption. La DIA 2019-046, il s'agit d'une maison cadastrée section AE numéro 216, 214, 213, située au 22 chemin de la Guérinée. Voilà, avec une parcelle de 750 m². DIA 2019-047, il s'agit d'une maison cadastrée section AA numéro 291 et 292, située au 1 La Merceret. Voilà, 1198 m² concernant cette parcelle, pas de préemption. DIA numéro 2019-048, immeuble bâti, une maison cadastrée section A numéro 1060 au 39 rue de Vitré, avec une parcelle de 503 m². Voilà, ça c'est effectivement l'ancien bar sur Saint-Melaine, donc 503 m², pas de préemption. DIA 2019-049, immeuble bâti, il s'agit d'une maison cadastrée section AK 324 qui est située au numéro 15 rue Jean Guéhenno. Là, une superficie de 470 m², pas de préemption. La DIA 2019-050, immeuble bâti, une maison cadastrée section AL 643, au 3 impasse de la Bergerie. Voilà, et donc on retrouve une parcelle de 1147 m², pas de préemption. Et la dernière DIA, donc 2019-051, immeuble bâti, donc section cadastrée AH numéro 218-219, qui se trouve au 37 rue de Paris, une superficie de parcelle de 83 m². Oui, c'est l'ancienne auto-école. Et on n'a pas de préemption. Donc voilà l'ensemble des DIA pour ce conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques là-dessus? Non. Donc je passe à la délibération 151 et je vais prendre la délibération. Donc il s'agit du choix de maître d'œuvre pour la construction d'une médiathèque. Et on a eu un petit loupé dans l'envoi des annexes. Patricia a dû vous envoyer un mail cet après-midi, puisque l'annexe n'a pas été jointe alors qu'elle aurait dû être jointe. Donc ce qui va vous être proposé ce soir, donc c'est déjà de vous présenter quand même, je vais vous présenter le rapport d'analyse, comme ça ce sera fait. Et après, voilà, si les membres de l'opposition souhaitent que nous reportions cette délibération, nous convoquerons un conseil exceptionnel la semaine prochaine, mercredi prochain, à 20h30, pour repasser cette délibération, pour que vous ayez le temps de lire le rapport d'analyse. Après, si vous jugez que vous avez l'ensemble des informations pour pouvoir voter, et ben vous saurez nous le dire. Mais sinon, nous reporterons sans souci cette délibération, puisqu'il n'y a pas eu l'envoi en temps et en heure. Donc, je vous propose de dérouler le rapport d'analyse qui vous a été remis en version papier, que nous avons peut-être ici à l'écran. Donc nous avons reçu dans les délais 24 offres. Donc je vous rappelle, l'idée étant de construire la médiathèque à la place du hangar SNCF à côté de la gare, donc de raser le hangar et de reconstruire un projet. Nous n'avons pas repris d'AMO puisque nous sommes repartis, je dirais, de la base du programme que nous avions avant et que nous avons adapté à cet emplacement. Donc les plis ont été ouverts le 1er juillet 2019. Il y a 23 plis qui ont été admis. Il y a un pli qui a été rejeté. Il y a eu une réunion MAPA donc le 3 septembre 2019. Donc vous avez la liste des candidats que je ne vais pas nommer puisque vous l'avez dans le tableau. Donc la note, chaque offre a été notée sur 100 en fonction de la pondération que vous trouverez
dans le rapport d'analyse. Donc il y avait 70% pour la valeur technique, donc méthodologie d'organisation de la mission, déclinaison des différentes missions de MOE, planning 20%, les problématiques du projet, appréhension des problématiques liées aux médiathèques, prise en compte des demandes spécifiques liées au projet pour 20%, maîtrise et sécurisation des choix techniques, maîtrise des coûts, fonctionnalité des espaces, durabilité des matériaux, économie d'énergie, chantier vert pour 15%, prise en compte des caractéristiques du site, visite sur site, réalisation d'un diagnostic pour 15%, et donc le critère prix pour 30%. Critères de valeur technique sur 70%, donc vous avez l'ensemble des candidats avec les différentes notes que vous retrouvez. Le classement suite, alors que je me retrouve dans mon truc là, le premier classement qui avait été effectué, voilà, donc le classement que vous avez page 6, la synthèse générale, je vais directement à cette synthèse. Donc on avait l'atelier L2 qui était arrivé premier avec 89,63, Louvel Agence qui était arrivé deuxième 89,54, Bigre qui est arrivé troisième avec 88,84 et l'atelier 5616 qui est arrivé quatrième avec 87,57. Donc on avait 4 premiers, dont 2 qui avaient déjà postulé sur le précédent projet, qui ont été retenus dans les 4 que nous avions prévu d'auditionner. Et il y avait vraiment un écart avec ensuite les candidats 5, 6, enfin, voilà, qui arrivaient après. Donc les 4 se détachaient, je dirais, dans le dossier qui a été donc analysé par Noémie, par nos services, Noémie et Nicolas. Au vu de l'analyse des offres, donc les 4 premiers candidats ont été auditionnés, une audition qui a été faite par un mixte entre des élus et des agents de la ville, donc bien sûr la responsable de la bibliothèque forcément. Il y avait une présentation du groupement de maîtrise d'œuvre et la vision du projet qui durait 20 minutes et ensuite un échange réponse aux questions qui durait 40 minutes. Vous avez la liste des questions ci-dessous et puis une négociation sur le prix qui a eu lieu en fin d'audition. Vous avez les notes qui ont été obtenues sur 70 à l'analyse. Donc Bigre, il y a vraiment eu 2 qui se sont détachés sur cette audition. C'est Louvel, Agence Architecture et Bigre. Donc on a eu vraiment un long débat dans ce jury entre les 2. Et au final, celui qui a le mieux répondu et qui obtient donc sur 100 la meilleure note, c'est donc l'agence Bigre avec 94,07, devant Louvel, agence architecture 91,78, atelier L2 et atelier 56S. Donc il vous est en effet proposé dans la délibération qui a été jointe à ce conseil municipal, donc il vous était proposé du coup de retenir l'agence Bigre, sachant qu'on n'est pas sur un concours, hein. Donc là il s'agit de retenir une équipe qui, une fois qu'on aura validé, va commencer à travailler et à nous présenter différents projets, donc c'est un peu plus souple que le concours. Maintenant on n'a pas retenu l'agence sur une proposition architecturale, même si c'est vrai que pendant l'audition certains étaient un peu plus loin et nous ont proposé voilà, quelques dessins, quelques croquis, quelques esquisses qui ont pu aussi forcément faire partie un petit peu de ces décisions. Forcément, ceux qui avaient participé au concours avaient une connaissance de la ville, je pense aux 2, que ce soit Bigre ou l'atelier 56S, avaient une connaissance de la ville un peu plus importante, avaient une connaissance aussi de notre dossier, de nos équipes, de ce que nous attendions forcément, mais ça n'a pas empêché Louvel de faire un très beau dossier et de remettre en question peut-être certaines choses qu'on avait pu avoir. Donc c'est vrai qu'il y a eu un long débat. Je ne sais pas si Bertrand, tu veux compléter un petit peu, puisque tu étais en tant qu'adjoint en charge de la bibliothèque sur ce sujet. Voilà, sauf s'il y a des questions. Donc voilà. J'ai bien conscience qu'on a eu un loupé sur l'envoi des annexes, qu'on peut reporter les délibérations à un conseil exceptionnel la semaine prochaine. Je rappelle que notre objectif est de préparer le projet, mais que les marchés de travaux ne seront passés qu'après les élections municipales.
pour laisser la possibilité à une autre équipe de faire un autre projet ailleurs, s'il le souhaite, ou de complètement revoir le sujet en fonction de l'équipe qui sera à ce poste après les élections de l'année prochaine. Voilà, donc je passe la parole à l'opposition pour qu'elle nous donne son avis. Voilà, est-ce qu'elle souhaite que l'on reporte ou pas? Et dans ces cas-là, il y aura un conseil exceptionnel, 20h30, mercredi prochain. Alors, moi, au-delà de ça, j'avais juste une question sur un élément technique. C'était pour savoir quelle surface il était prévu de construire. C'était j'ai pas le détail, c'était la même surface qui était dans le programme du précédent projet. Donc je sais plus combien c'était, j'ai pas À peu près à 800 mètres carrés. D'accord, donc Voilà. une surface de 800 mètres carrés pour accueillir Tout du à public. fait. Oui, ce qui correspond à ce que nous on attendait, ce qui était dans le précédent projet, ce qui était toujours dans ce projet-là. Oui. La proposition nous convient. On aurait encore effectivement quelques questions à poser et quelques précisions à vous demander sur les auditions notamment. Donc on accepte le report et on vous remercie. Très bien, donc nous reportons d'une semaine. N'hésitez pas à envoyer vos questions avant le conseil municipal, ce qui permet, je le rappelle, c'est dans le règlement du conseil municipal, au service de pouvoir nous apporter l'ensemble des éléments et ainsi participer à la bonne prise de décision. Donc cette délibération est reportée mercredi prochain, 20h30. Donc ce sera un tout petit conseil municipal, voilà, un petit quart d'heure ou plus s'il y a débat, mais voilà, il n'y aura qu'une délibération. Nous passons donc à la délibération 152. Voilà, et qui concerne l'acquisition d'une parcelle SNCF, en tous les cas dans le cadre de ce projet de médiathèque. Donc, par courrier en date du 16 avril 2019, la société Nexity, qui agit pour le compte de l'établissement public SNCF Réseau, propose de céder au profit de la commune la parcelle cadastrée section AD numéro 233P d'une superficie de 212 mètres carrés. Le prix proposé est de 10 € du mètre carré, soit 2120 € hors taxes, hors frais de notaire. Le montant de la publicité foncière, la contribution de sécurité immobilière, les constitutions de servitude et la renonciation sont évalués à hauteur de 450 €. Les frais inhérents à la vente et à la perception des droits s'élèvent à 1159,20 € TTC. L'acquisition permettra à la commune d'agrandir le terrain d'assiette pour le projet de construction de la médiathèque. Par ailleurs, la cession devra se faire en l'état et hors coût de dépollution. Suite à la présentation du sujet en commission aménagement, urbanisme, travaux du 3 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions d'acquisition de la parcelle AD 233P, que l'on retrouve projetée sur l'écran, d'une superficie de 212 mètres carrés pour un montant de prix de vente à 10 € hors taxe par mètre carré, soit 2120 € hors taxe, hors frais de notaire, et d'accepter donc le montant des frais supplémentaires liés à la vente d'un montant de 1609,20 € TTC, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents afférents à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc on est toujours dans le cadre de ce projet de médiathèque. Voilà, l'idée étant d'avoir un terrain le plus carré possible. Donc on rachète un petit bout de triangle à la SNCF. Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Non, mais simplement pour dire qu'indépendamment du projet de médiathèque, je pense que ce serait intéressant de l'acheter quoi qu'il arrive. Tout à fait. C'est notre avis aussi. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, solde du marché de maîtrise d'œuvre, aménagement de Bourdebron. Ça paraît loin déjà, ça, hein? Le marché de maîtrise d'œuvre concernant les travaux d'aménagement du bourg de Bron, attribué au cabinet Nox Ingénierie, n'est pas soldé. Le maître d'œuvre n'a jamais établi de décompte définitif le concernant. Il a été sollicité et mis en demeure. Ce courrier n'a pas obtenu de réponse et il apparaît nécessaire d'établir un DGD et de solder le marché en lieu et place du maître d'œuvre et de considérer le défaut de note d'honoraires comme un abandon de créance s'élevant à 1375,02 €. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Alors, convention de médiation. Je prends la parole sur ce sujet. Donc,
J'adore cette délibération. Il s'agit du Châteaubourg Football Club, qui avait fait une demande pour créer leur propre école de foot, et donc une demande de terrain. Ce sujet a été présenté en commission vie associative, et à l'unanimité, la commission vie associative a rejeté l'idée qu'il puisse y avoir une deuxième école de foot à Châteaubourg. De ce fait, nous avons informé le club du CFC que nous ne mettrions pas à disposition de terrain de foot pour une deuxième école, et en réaction, pour poursuivre les échanges, le CFC a mandaté un médiateur judiciaire pour qu'il puisse y avoir un échange entre le CFC et la mairie. Je dirais un échange animé par un médiateur neutre pour voir si une solution était possible. Nous avons maintenu nos positions, puisque c'était la position des élus, donc moi je me suis... et c'était ma position aussi d'ailleurs, que j'assume. Donc nous avons confirmé au CFC que nous ne mettrions pas de terrain à disposition. Et donc nous avons plutôt conseillé au CFC d'organiser une médiation avec le CSMFA, ce qui a été fait également. Malheureusement, la convention m'oblige et oblige ceux qui ont participé à cette médiation à ne pas divulguer les échanges qui ont pu avoir lieu lors de cette médiation, parce que nous avons signé une clause de confidentialité, donc je ne vous dirai pas ce qui a pu s'échanger, mais je vous demande simplement d'autoriser Monsieur le maire à mener la médiation, même si elle a déjà eu lieu, et je conçois que c'est un peu bizarre de voter une délibération après coup, mais voilà, le timing des vacances fait qu'on ne pouvait pas vous présenter cette délibération au Conseil d'avant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Une information, vous la connaissez sûrement, je crois que c'est le 20 octobre que les deux équipes se rencontrent. Voilà, donc ça montre toute la spécificité de notre problématique. Voilà, donc en espérant que tout se passe bien, puisque les deux clubs jouent maintenant au même niveau. Voilà. Les deux clubs sont premiers du classement à l'heure où nous parlons, parce qu'ils ont gagné toutes les deux sur le même score le premier match. Donc voilà, elles se suivent, sont toujours au même niveau en Coupe de Bretagne. Elles ont gagné quasiment sur le même score aussi en deuxième tour. Donc voilà, ça va durer. Donc voilà, pour ceux qui veulent, le 20 octobre, rendez-vous pour un derby qui aura lieu à Saint-Melaine, puisque c'est le CFC qui reçoit. Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Je voulais juste préciser que nous avions participé à cette commission vie associative et que nous avions entièrement partagé son avis. Merci beaucoup. Je mets au vote, donc, voilà, sur cette convention de médiation. Je ne vous demande pas votre avis sur quelle équipe va gagner le 20 octobre. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Modification du tableau des effectifs. Absolument. Il a été proposé en comité technique de revoir les cotations de poste pour le chef d'équipe restauration et d'accroître la possibilité, depuis le grade mini adjoint technique principal deuxième classe, au grade maxi agent de maîtrise principale. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 156. Alors, délibération 156, c'est l'augmentation du temps de travail, puisqu'au vu de la charge de travail du service entretien et afin de redistribuer les heures liées au poste de la laverie, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin d'augmenter le temps de travail de 2 des agents d'entretien ayant des postes à 25 heures et en les passant à 28 heures. Ce n'est pas anodin de passer à 28 heures pour un agent de la fonction publique territoriale, puisqu'il peut prétendre à la CNRACL, qui est une caisse de retraite nettement plus intéressante. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. J'en profite, quand on parle des effectifs, pour souligner les difficultés de recrutement que rencontre la fonction publique également. On parle beaucoup sur notre territoire des difficultés de recrutement dans l'industrie, dans la logistique, dans la restauration, dans le bâtiment.
je confirme que ce soit à Châteaubourg ou à Vitré-Communauté que nous rencontrons aussi des difficultés de recrutement pour trouver les compétences nécessaires au bon fonctionnement des services. Donc voilà, c'est plus long, c'est plus difficile de trouver les bonnes personnes et ça amènera forcément dans les années qui viennent des réflexions sur nos grilles, sur beaucoup de choses. Mais voilà, je tenais à partager aussi ce sujet parce que parfois on se dit mais pourquoi il n'a pas encore remplacé tel agent, etc. C'est parfois juste parce qu'on ne trouve pas le bon profil. Et je pense notamment au profil technique dans les années qui viennent. Des bons menuisiers, des bons plombiers, des bons électriciens qui travaillaient jusqu'ici dans les communes et dans les services techniques. C'est de plus en plus difficile de trouver les bonnes personnes. Voilà, juste une aparté. Ça a été mis au vote ? Est-ce que ça a été mis au vote ? Oui, non, j'ai pas mis au vote. J'ai pas mis au vote la délibération 156. Donc qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, délibération 157, admission en non-valeur sur salaire, vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu l'article 37.1 de la loi 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, vu l'article 193 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, considérant le recouvrement entrepris par la trésorerie pour le reversement d'un trop perçu sur des salaires pour un montant de 2 720,16 € brut. Et suite à la présentation du sujet en commission ressources du 2 septembre 2019, il est proposé d'effectuer une remise de dette totale relative au trop perçu de rémunération à hauteur de 2 720,16 € ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Des observations ? Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. J'avais deux questions. La première, parce qu'on a été interpellé par certains parents d'élèves de 3e, voilà. Donc c'est par rapport au projet du lycée de Liffré et donc sur l'obligation qui serait faite aux familles de scolariser leurs enfants en fait à Liffré. Donc je sais qu'il y a eu une position un peu intermédiaire qu'on laisserait le choix aux parents pendant une durée de 2 ans. La question que je voulais vous poser, c'est que moi j'ai entendu dire qu'il y aurait le choix Liffré ou Vitré pendant une période, mais qu'au bout de 2 ans, ça serait définitivement à Liffré. Je voulais avoir votre avis, déjà votre positionnement, et ensuite si vous avez d'autres informations. Alors, on a appris, donc, comme je l'ai dit dans la presse, par courrier, voilà, puisque Châteaubourg n'était jamais prévu dans la sectorisation du lycée de Liffré. Donc, très surpris avec le maire de Marpiré, nous avons pris rendez-vous et obtenu un rendez-vous avec le président de région, qui forcément était un peu embarrassé, embêté de cette situation. Et nous avons convenu, dans un premier temps en tout cas, que dans les 3 prochaines années, donc pas 2, mais les 3 prochaines rentrées, les parents auraient bien le choix de la double sectorisation. Donc nous sommes en train de regarder, puisqu'il y a le temps de transport. Moi, le président Chenet-Girard veut garantir 45 minutes de temps de transport maximum à tous les élèves de ce lycée. Moi, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on m'explique comment, quand on est à l'autre bout de Saint-Melaine, qu'on doit le matin traverser Châteaubourg pour rejoindre Liffré, comment on fait pour tenir en 45 minutes en s'arrêtant à différents endroits. Moi, j'ai pas la solution, je l'ai testé. Donc pour l'instant, je pense qu'il n'y a toujours pas de solution parce qu'on n'a toujours pas eu de réunion de programmer alors qu'il devait y en avoir sur le transport. Donc si ça ne tient pas dans les 45 minutes, de toute façon, je m'opposerai très clairement. Et mon idée à moi, et avec Pierre Ménry, c'est de défendre aussi le lycée vitréen. Donc nous redemanderons un rendez-vous. La double sectorisation me va bien. Je pense qu'elle offre un choix, puisque le lycée de Liffré, il sera neuf, il aura des options qui ne seront pas à Vitré et qui, je pense, au vu de ce que j'ai compris, s'annonceront très intéressantes sur certains sujets.
forcément. Quand on a un lycée neuf, on fait tout pour qu'il soit attractif. Et j'ai aussi exigé que Béton, qui était dans la sectorisation du lycée de Liffré, passe avant Châteaubourg, puisque Béton, a priori, aujourd'hui, a été, je ne sais pas par quel miracle, mais retiré de la sectorisation du lycée de Liffré. Alors peut-être qu'il y avait un petit accord entre le maire de Liffré et de Béton suite au fait que Béton n'ait pas eu le lycée. Voilà, c'est des pressentis. Donc Béton, en tout cas, devra être d'abord sectorisé avant Châteaubourg, ce qui paraît normal. Donc voilà ma position aujourd'hui. Moi, je crois que la double sectorisation est plutôt intéressante. Donc là, dans un premier temps, et pour voilà, qu'on prenne le temps de réfléchir à tout ça et d'échanger aussi avec les parents d'élèves. Voilà, les deux, enfin, le lycée de Vitré est connu, mais le lycée de Liffré va être présenté aux parents de 3e pour que tout le monde puisse avoir un peu l'ensemble des informations. Qu'on ait aussi l'information sur le temps de transport, je pense que c'est important, de pouvoir comparer par rapport à Vitré. Et quand on aura tous ces éléments, ben on verra ce qui sera décidé pour l'après 3 ans qu'on vient d'acter ici. Mais j'attends tous ces éléments avant de pouvoir présenter les choses. Et s'il faut monter au créneau, ben on montera au créneau si l'ensemble des parents considèrent que le lycée de Liffré est trop loin et que le temps de trajet est trop long. Mais en tout cas, il y a 3 ans, 3 rentrées, ce qui permettra aussi à des enfants là, qui décideront l'année prochaine d'aller au lycée de Liffré de faire l'ensemble du cursus, et ce qui permettra aussi d'attendre de voir les résultats de ce lycée au bac, puisque ça permettra sur 3 années de voir un peu quel est le positionnement de ce lycée. Voilà où on en est aujourd'hui. Une précision, il y a eu un écrit sur cet engagement de 3 ans. J'attends l'écrit. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un échange dans un bureau entre un maire et un président. On a redemandé les écrits, on a réécrit avec Pierre Mignery. Voilà, donc on attend maintenant. On a un mail quand même. Mais j'attends du recteur, puisque c'est une codécision entre le président de la région et le recteur d'académie. Alors comme ça a un peu changé au niveau du rectorat, ça a un peu flotté, donc on attend l'écrit, la confirmation du rectorat. Mais en tout cas, on sera monté au front, et notamment de veiller à ce que Béton soit bien sectorisé sur ce lycée avant la commune de Châteaubourg. J'avais une deuxième question. Vous avez pu lire dans la presse l'interview du président du conseil départemental il y a quelques jours. Et il parlait un petit peu de la politique vis-à-vis des enfants mineurs non accompagnés. Donc il citait Châteaubourg comme un lieu potentiel d'accueil. On en avait entendu parler dans la presse il y a quelques mois également. Voilà, je voulais juste savoir où ça en est, parce qu'on avait été alerté. Mais voilà. Tout à fait. Voilà, si vous pouvez en dire quelques mots, savoir ce qui se passe. Donc le département est propriétaire de la gendarmerie, de l'ancienne gendarmerie. Donc forcément, en ce moment, le département subit un afflux de mineurs non accompagnés, notamment sur Rennes, sur Vitré aussi un petit peu. Et donc le département cherche à répartir sur l'ensemble de son territoire, et notamment sur des bâtiments qui lui appartiennent, des mineurs non accompagnés. Donc forcément, quand la caserne de Châteaubourg s'est libérée, il a pris contact avec nous, avec moi en tout cas, on a échangé. Moi, je lui ai rappelé que l'ancienne gendarmerie s'inscrivait dans un programme de ZAC multisite et que pour nous, il était indispensable de sortir, en tout cas les collectifs sur l'arrière, c'est-à-dire les 60 logements en densification, que ça faisait partie de l'équilibre de notre ZAC multisite en termes de logements sociaux, en termes de densité, et que sans cette ZAC, notre dépôt de dossier de création de ZAC, il tombait un petit peu à l'eau. Donc il a bien compris ça, donc voilà, il s'est engagé à libérer le foncier sur l'arrière, mais à garder le bâtiment historique, dans lequel on avait prévu de faire des petits studios, en tout cas de revendre à quelqu'un qui ferait des petits studios. Et donc le bâtiment historique, pour l'instant, le département va le garder pour normalement y accueillir des MNA, donc une vingtaine de MNA. Voilà. Donc par contre, ça doit être rénové, il doit y avoir des travaux de mise en accessibilité, pas forcément d'accessibilité, mais en tout cas de mise en sécurité, avec quelques problématiques d'amiante, etc. Donc on attend des échanges plus précis avec le département sur la nature des travaux, sur le timing, sur le planning de tout ça. Ça reste encore un peu flou. On a aussi demandé à participer au jury de choix de retenir le prestataire, puisqu'en fait il va y avoir une association. Alors il y a des types Coalia, type le foyer des jeunes travailleurs à Vitré, on en a vu déjà 4-5 avec Catherine Leclerc. Donc il y aura en fait 24 heures sur 24 quelqu'un de présent
sur place, un adulte, qui sera en charge de cette vingtaine de mineurs non accompagnés, qui sera notre interlocuteur, finalement notre relais à nous, puisque ce n'est pas nous qui allons gérer cette politique en direct, mais on a bien rappelé au département qu'on souhaitait être acteur de ce sujet et pas simple spectateur. On souhaite participer, on souhaite réussir le lien aussi avec nos entreprises, puisqu'on a des entreprises qui ont des postes à pourvoir, qui peuvent correspondre à des aptitudes de ces mineurs non accompagnés. Je sais qu'il y a un bel exemple qui a eu lieu à Sulky-Burel, puisque un Soudanais qui a été apprenti derrière a été embauché en CDI, donc voilà, sur un poste de soudeur, qui a fait un apprentissage pendant 2 ans. Donc je crois qu'il y a des beaux sujets, il y a des belles choses à écrire. On ne peut pas dire qu'on manque de main-d'œuvre sur certains postes et pas se donner les moyens, en tout cas d'essayer d'accompagner ces mineurs vers ces formations-là. Donc voilà, on souhaite être acteur. On sent une certaine réticence du département à nous impliquer dans le choix du prestataire, à ce qu'on puisse un peu mieux comprendre ce sujet-là. Donc on va persévérer avec Catherine pour vraiment être associé à tout ce qui va se faire sur ce sujet. Donc voilà, 22 dans l'ancienne gendarmerie qui doit être rénovée. J'ai pas de date de travaux, j'ai pas de date d'arrivée. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Juste une question sur le lien avec l'éducation nationale. Ce sont des mineurs, donc il peut y avoir des collégiens, oui. Voilà, des écoliers. Enfin, tout à fait. Il y a un lien avec l'inspecteur, j'imagine, d'éducation nationale. Des collégiens. Collégiens, pas voilà. de... Non. D'accord. Aux collégiens et lycéens. On est souvent sur du 15-18 ans, donc on aura peut-être quelques collégiens, mais très souvent, ce sont des jeunes qui sont envoyés en formation diplômante rapide sur Kerlan, le lycée La Champagne, parce que ce sont des jeunes qui ont envie de travailler souvent rapidement, notamment pour parfois renvoyer de l'argent aussi à leur famille le plus rapidement possible. Donc voilà, on est en majorité plutôt sur la formation diplômante, professionnalisante, mais il y a quelques mineurs qui intègrent les collèges et qui parfois font aussi des parcours plus longs et qui débouchent sur des belles carrières. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Donc voilà, on n'a pas de date pour l'instant. Il y a plusieurs, donc en effet, le président Chenu a présenté. Alors je sais qu'il y a d'autres lieux qui vont passer avant nous parce que c'est plus facile de faire les travaux, etc. Oui. Donc voilà. Pour information, on a déjà sur la commune 5 mineurs non accompagnés, voilà, qui sont dans des logements diffus, mais voilà, on a déjà, et ça se passe très bien. Voilà, ils s'intègrent, même quelques-uns ont joué au foot dans l'équipe. Donc c'est pour dire. Donc notre but, c'est vraiment nous de faire le lien avec les associations et les entreprises. Mais voilà, donc il y en a déjà 5. Bon, bah là, il y en aura une vingtaine à terme. Et pour l'instant, on a bien dit au département aussi qu'on souhaitait que ça reste dans ce niveau d'une vingtaine et que ça n'aille pas plus loin, parce que je pense qu'il faut que nous, on s'approprie le sujet, qu'on accompagne, qu'on intègre, qu'on facilite tout ça. Et voilà, 20, ça me semble, pour l'instant, la limite, en tout cas, souhaitable. C'était au CSMFA. Voilà. Très bon joueur, mais qui malheureusement est parti à la Théâtre Rennes. Bon voilà, trop bon pour Châteaubourg. Mais qu'il habite toujours Châteaubourg et il est en apprentissage. Alors il n'est plus en apprentissage d'ailleurs, c'est une autre belle histoire puisqu'il a été recruté chez Sojason voilà, en tant que cariste. Vous voyez, ça fait déjà 2 belles histoires sur la commune et je pense qu'on peut en faire quelques autres. Il y aura forcément quelques cas plus difficiles, il faut le savoir, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 cas difficiles qui poseront des problèmes qu'il faut remettre en cause une politique qui peut être intéressante aussi pour nos entreprises, nos associations et autres. D'autres questions, d'autres remarques ? Eh bien écoutez, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Merci beaucoup. Et donc rendez-vous mercredi prochain, 20h30, même heure, même salle, même ambiance.